Donc, je me suis intéressée particulièrement cette année à la préservation de la relation dans l'enseignement en distanciel. Donc, je vous rappelle que nous avons été confinés à partir du 16 mars et que entre le 16 mars et à peu près mi-juin, nous n'avons pas eu de relation en direct avec nos élèves et que donc il a fallu mettre en place ce que l'on appelait la continuité pédagogique. Alors voilà, cette continuité pédagogique présente bien des aspects et c'est à cela que nous allons nous intéresser. Donc, qu'est-ce que cela veut dire du côté des enseignants? Bien sûr, il s'agissait pour nous d'assurer les cours. Pour les apprenants, il s'agissait de maintenir un contexte d'apprentissage pour qu'ils continuent l'étude de toutes leurs disciplines et en particulier pour nous de l'allemand. Et puis, bien sûr, de maintenir leur motivation. Et puis, pour l'institution, qui est l'éducation nationale, il s'agissait de garantir la progression puisque nous avons des programmes à mettre en œuvre. Nous avons des entraînements à mettre en œuvre également et nous avons à préparer nos élèves aux différentes évaluations et en particulier cette année aux épreuves du baccalauréat avec évidemment la réforme qui était aussi en cours et qui présentait un certain nombre de difficultés dans la mise en place du calendrier. Cette continuité pédagogique nécessitait de préserver vraiment cette relation. Mais que veut dire le mot préserver? Alors d'abord, le 16 mars, nous avons dû faire face à une rupture dans les modalités d'enseignement. Ce que nous vivions comme enseignement précédemment, c'est-à-dire un enseignement in presentia, en présence de nos élèves, est devenu un enseignement in absentia, c'est-à-dire en absence d'élèves. Et donc, c'est ce que l'on appelle l'enseignement en distanciel. Pour nous, les professeurs, une contradiction était à résoudre. Comment notre métier, qui est un métier de la relation, l'enseignement, au même titre que les métiers du soin, au même titre que les métiers du social, pouvait être pérennisé en sachant qu'il n'y a pas d'enseignant sans apprenant et il n'y a pas d'apprenant sans enseignant. Nous sommes, nous les enseignants, avec les apprenants, des partenaires dans cette relation d'enseignement, dans cette relation d'apprentissage. Autrement dit, l'apprentissage est inscrit toujours dans une relation d'altérité. Donc, cette préservation, alors si je peux passer à la diapositive 3, je ne vois pas pourquoi je n'y passe pas. Voilà, la diapositive 3 ne marche pas. Voilà. Donc, je ne peux pas passer à la diapositive 3. Pourquoi je n'y passe pas? Alors, si, ça y est. Donc, préserver, comme je l'ai énoncé dans mon intitulé, c'est donc prendre soin. Nous n'étions pas en présence de nos élèves. Autrement dit, notre dimension humaine était différente. Il fallait la compenser parce que nous étions manquants, nous étions absents. Et donc, il a fallu trouver le juste milieu entre osciller entre la proximité relationnelle que nous connaissions par le passé et l'éloignement qui était d'abord physique et puis qui a été aussi technologique puisque certains des apprenants n'avaient pas l'équipement nécessaire, n'avaient pas les ordinateurs, n'avaient pas la connexion, n'avaient pas la couverture numérique et donc il a fallu essayer de jouer entre ces deux notions, la proximité et l'éloignement. Nous avons dû, malgré les difficultés, déplacer l'espace de notre enseignement. Donc là, je rappelle que en fonction des âges, pour le primaire, pour le collège, pour le lycée, pour le supérieur, nous avons dû opter pour des supports qui étaient bien sûr différents. Pour le primaire, je rappelle qu'il a été souvent question de cahiers, de feuillets, de photocopies. Pour le collège, on pouvait allier les feuillets, les photocopies, mais aussi avec la classe virtuelle, c'était possible. Et puis,
pour les plus autonomes, on va dire, au niveau technologique, on a eu des possibilités différentes, notamment la classe virtuelle. Je parle aussi dans ce slide de compétences technologiques parce que on s'est aperçu que nos élèves, s'ils maîtrisent bien toutes les modalités des réseaux sociaux, ne maîtrisent pas forcément toutes les modalités de l'informatique, toutes les modalités du numérique. Donc, il a fallu jouer avec ces différentes modalités et donc il s'agissait quand même de préserver cette relation. Donc, cette relation, pourquoi est-elle aussi importante? Eh bien, tout le monde apprend dans la relation. Il n'est pas possible d'apprendre autrement. Il y a une dimension affective dans l'apprentissage et d'ailleurs ne parle-t-on pas de la bienveillance dans notre enseignement, du climat de confiance que nous instaurons avec nos élèves et de l'empathie dont nous faisons preuve dans notre relation d'enseignement. Tous ces points, la bienveillance, la confiance, l'empathie, ont des effets constructeurs. Ils vont permettre à nos élèves de construire des compétences à partir des connaissances qu'ils vont s'approprier. Cette relation, elle se manifeste comment? Eh bien, d'abord, c'est notre voix qui s'adresse à chacun de nos élèves, qui s'adresse à la classe. C'est notre corps qui transmet. Par le regard, le contact visuel est bien sûr essentiel. Le geste que nous faisons pour montrer au tableau, pour désigner un groupe d'élèves, pour désigner un élève, pour désigner une activité. Voilà, c'est notre parole qui transmet le sens de notre apprentissage. Cette relation, je m'y suis intéressée de près. Et je me suis aperçue qu'il y avait deux facettes qui étaient vraiment très importantes. Dans l'enseignement, la première facette, c'est donc cette relation enseignant-apprenant. Mais c'est aussi l'objet de notre enseignement. C'est-à-dire pour nous, l'allemand, l'enseignement des langues vivantes, l'enseignement de la communication en langue vivante étrangère. Et l'étude de cet objet d'enseignement, donc notre matière, l'allemand, permet d'avoir une perception du monde. Et donc, c'est là notre dimension éducative de l'enseignement. Vous savez bien que dans nos objectifs, il y a bien sûr un objectif communicatif, c'est évident, objectif linguistique, puisque nous enseignons une langue, mais aussi une dimension éducative pour permettre à nos élèves de devenir peu à peu des citoyens du monde. Et donc, cet objet d'enseignement et l'étude de cet objet va permettre d'accéder à la relation à l'autre qui est en face de nous, c'est-à-dire la classe, c'est-à-dire chacun des apprenants. Autrement dit, cette relation de l'enseignement, pour nous autres enseignants de l'apprentissage, pour les élèves, elle se vit en direct. Voilà. Donc, cette relation, c'est bien sûr le vecteur, la médiation, le vecteur de la transmission des connaissances et de la construction des compétences. Nous transmettons à nos élèves des connaissances linguistiques, des connaissances culturelles qui vont leur permettre peu à peu de devenir des locuteurs débutants s'ils sont dans les niveaux A2, des locuteurs indépendants dans les niveaux B1, B2 que nous essayons de mettre en place au lycée, et puis des locuteurs expérimentés si nous enseignons en post-bac avec les niveaux de compétences C1, C2. Cette relation, elle fait de notre enseignement un enseignement incarné. C'est par nous, c'est par notre présence, c'est par notre personnalité que passe l'enseignement. Aussi, d'autres collègues qui ont fait des recherches sur cette importance de la relation parlent de la corporéité de l'enseignement. Notre façon d'enseigner
va traduire notre manière d'être au monde, notre manière de voir le monde et notre manière de voir l'autre. D'où l'importance de cette construction du lien dans l'enseignement, de l'importance de cette relation. Cette relation, c'est la médiation, pardon. Nous faisons présence en présentiel, nous faisons présence dans notre enseignement parce que nous sommes engagés dans notre projet d'enseignement et que l'élève, lui aussi, est engagé dans ce projet d'apprentissage. Alors, il y a eu beaucoup de questions qui se sont posées au fur et à mesure du confinement parce que nous avons essayé de mettre en place via l'outil technique ou technologique cette continuité pédagogique, mais de nombreuses questions ont été formulées. Comment faire présence à distance? Vous voyez bien que le mot présence et distance sont opposés, entrent en contradiction. Pourtant, c'était le défi que nous avions à relever, faire présence à distance. Comment pallier cette distance qui était opposée à ce que nous avions vécu auparavant, c'est-à-dire le quotidien de la rencontre, enseignant-apprenant, le quotidien 2 fois ou 3 fois par semaine. Comment faire évoluer cette relation en questionnant nos pratiques? Et là, évidemment, en tant que formatrice, j'ai essayé d'accompagner tous mes collègues, les collègues chevronnés, mais aussi les collègues débutants qui étaient stagiaires à cette époque-là, pour essayer de leur donner le maximum d'outils pour faire évoluer les pratiques et faire que cet enseignement en distanciel ait vraiment du sens et soit vraiment efficace. Il y a des réponses que j'ai trouvées en écoutant Mireille Sifali, qui est une pédagogue, philosophe aussi, et avec qui j'ai eu le plaisir de travailler l'an dernier, jusqu'au mois de mars. Et elle nous a donné des pistes. Elle m'a donné des pistes. Elle parlait de l'entre, c'est-à-dire cet espace qui existe entre l'enseignant et l'apprenant. Et elle nous disait qu'il fallait conjuguer cet entre, c'est-à-dire cet espace que l'on doit investir par notre bienveillance, par la confiance, par l'empathie. Mais cet espace que l'apprenant aussi investit lui-même dans son engagement d'apprenant. Elle nous parlait de cet entre-deux. Et voilà ce qu'elle dit, je la cite, cet entre-deux est emblématique de la relation qui privilégie les processus, bien sûr les processus d'apprentissage, les évolutions, les fluctuations, l'imprévisible. Et je fais une parenthèse, je pense que ce confinement était pour nous imprévisible. Et elle nous dit, cet entre-deux est loin d'une mensongère maîtrise, c'est-à-dire que personne n'était maître ni de l'enseignement ni de l'apprentissage. C'était à nous de construire cet entre-deux. Voilà. Donc, je continue dans cet apprentissage en distanciel ou dans cet enseignement en distanciel. L'entre-deux, c'est cet espace entre l'enseignant et l'apprenant. Nous avons dans cet enseignement une dimension individuelle, bien sûr. Quand nous sommes en train d'expliquer à un élève ou que nous le prenons un petit peu à part ou que nous différencions nos apprentissages, il y a une dimension individuelle de l'apprentissage. Mais cet entre-deux se situe aussi entre l'enseignant et le groupe classe. C'est la dimension collective. Et là, je dois dire que pendant le confinement, ça a été véritablement un défi que de s'adresser à un groupe classe ou de s'adresser à des groupes différenciés avec les outils que nous avions. Parce que c'est dans les groupes que se situe la dynamique de l'apprentissage. Évidemment, il faut savoir que cet apprentissage, il a toujours 2 aspects. Il a un aspect réflexif sur soi-même, donc avec un apprentissage de soi quand les élèves font des recherches par exemple, ou quand on les met en activité à titre individuel, ils vont apprendre d'eux, ils vont apprendre de leur stratégie, ils vont apprendre de ce qu'ils connaissent déjà et ils vont apprendre de leur stratégie
à poursuivre un apprentissage, à construire un apprentissage. Et puis, il y a l'apprentissage des autres. C'est une dimension beaucoup plus collective. Et dans une classe, un élève apprend des autres. C'est l'apprentissage entre pairs, lorsque ils travaillent dans des formes sociales différentes. Et on peut penser au statut de l'erreur dans une classe, et survient inévitablement l'erreur qui est fondatrice d'une remédiation individuelle, mais aussi collective, et du progrès dans l'apprentissage. Donc, c'est vrai que derrière nos écrans, l'erreur, elle ne s'est pas immédiatement manifestée, il y avait de la réserve et donc cette spontanéité de l'erreur, ce statut de l'erreur n'a pas souvent permis de remédier à des difficultés d'apprentissage. Il fallait également préserver la relation au collectif en distanciel, je l'ai déjà dit, mais l'écran n'a pas toujours permis la confrontation des présences. Les élèves dans une classe en présentiel se confrontent les uns aux autres, confrontent leur savoir, confrontent leur savoir-faire, leur savoir-être aussi, leur savoir-apprendre. Et parfois, derrière l'écran, sur une classe virtuelle, il n'a pas toujours été facile de faire équipe ou d'avoir une forme sociale de travail qui permettait de confronter les présences et de mutualiser les stratégies. Or, cette confrontation des présences, elle est fondatrice, véritablement. Tout à l'heure, j'ai dit cet enseignement en distanciel, elle a questionné nos pratiques. Nous avons dû les faire évoluer. Alors parfois ça a été difficile parce que nous n'avions pas tous les outils ou nous avions une pratique insuffisante de ces outils. Il a fallu passer d'une interaction synchrone, c'est-à-dire devant nos élèves en temps réel, direct, sans médiation d'écran, c'est l'enseignement en présentiel, à une interaction qui était parfois synchrone si nous étions en classe virtuelle, à une interaction qui pouvait être aussi asynchrone si nous enregistrions notre cours ou notre PowerPoint ou des vidéos avec des capsules vidéo, mais cela se faisait de façon indirecte. Et donc la réception de ces différents supports a été vraiment difficile ou du moins pas toujours aisée par l'ensemble de nos élèves. Cette évolution de cette posture d'apprenant a impliqué une tension de la relation pédagogique. C'est-à-dire que les élèves n'ont pas eu en face notre personne, l'enseignant qu'ils avaient l'habitude d'avoir en présentiel et en face à face. Donc on s'est posé la question, mais qu'en advient-il de cette relation en face à face dans l'échange en distanciel ? Nous n'étions plus en face à face parce que nous étions derrière l'écran. Ce face à, c'est vraiment l'expression du visage, du corps de l'enseignant qui a manqué aux apprenants puisque, vous le savez, pour des raisons de saturation de réseau, on était obligé d'arrêter la caméra ou du moins de ne pas la garder parce que sinon ça créait une trop forte difficulté à recevoir les documents. Donc ces expressions du visage, du corps de l'enseignant, mais des co-apprenants aussi, n'a pas permis de percevoir l'émotion et tout simplement, je vais aller beaucoup plus loin, n'a pas permis de percevoir l'humanité de cet enseignement qui était incarné par l'enseignant, incarné par les apprenants, par les co-apprenants. Donc, cet enseignement à distanciel auquel nous sommes passés a vu la disparition des expressions, la rupture dans la construction des compétences générales individuelles qui sont toujours associées à la construction des compétences linguistiques. Les savoirs ont été perçus différemment, n'ont pas été toujours reçus. Les savoir-faire ont été difficilement mis en œuvre parce que certains de vos élèves, vous le savez bien, ont besoin de voir des exemples,
ont besoin de l'exemple de problèmes résolus, ont besoin de limitations pour s'approprier les savoir-faire. Et puis le savoir-être, tout ce qui est vraiment fondateur de notre relation, a été aussi difficile. Alors je dois dire que parfois j'ai été surprise par des élèves qui en classe n'osaient pas prendre la parole et qui derrière l'écran prenaient la parole plus spontanément parce que ce n'était pas en présentiel. Là aussi, il a fallu analyser les entraves qui faisaient qu'en présentiel, ils ne prenaient pas la parole, alors qu'en distanciel, ils s'estimaient plus protégés ou ils s'estimaient ne pas être vus par la plupart de leurs co-apprenants et ils ont osé prendre la parole. Le savoir apprendre a souffert. À mon sens, il a beaucoup souffert. Je le vois aujourd'hui, 6 mois après avoir vécu le confinement, on retrouve des élèves qui présentent un déficit au niveau des apprentissages. Pourtant, ils ont eu tous les supports. Pourtant, ils ont participé à toutes les visioconférences, toutes les classes virtuelles, et pourtant, ils n'ont pas su se saisir de ces supports pour apprendre. Donc, c'est bien que la médiation du professeur est très importante. On s'aperçoit aujourd'hui, on peut se poser la question, aujourd'hui nous sommes en présentiel pour la plupart d'entre nous et nous enseignons avec le masque. Eh bien, nous constatons que derrière le masque, la disparition de cette expressivité est vraiment difficile, que nous devons beaucoup compenser avec une gestuelle ou avec nos mimiques pour essayer de faire passer cette relation. Cet enseignement en distanciel, il a aussi deux aspects, sa temporalité, sa spatialité, qui ont beaucoup changé au cours du confinement. D'abord, la temporalité. Il fallait pallier l'instantané. Ce qui était instantané ne l'était plus, était parfois synchrone, mais parfois asynchrone. Et la proximité de la relation en présentiel a été fortement entamée. La voix seule n'a pas suffi à contextualiser l'apprentissage et cela a été parfois un peu délicat pour nos élèves. Parfois, ils nous ont rappelé sur les téléphones ou sur les messageries, ils nous ont laissé des messages pour dire je voudrais que vous repreniez tel ou tel aspect. C'est dire que la temporalité synchrone, la temporalité de l'apprentissage a été différée et a induit certaines difficultés. Ensuite, la spatialité de l'apprentissage. Tout à l'heure, j'ai parlé des différents supports d'apprentissage. Ça veut dire que pour nous, enseignants, il nous a fallu instaurer une professionnalité dans d'autres dimensions. Dans une dimension technologique, ça n'a pas été facile pour certains d'entre nous de s'approprier les différentes fonctionnalités des plateformes d'apprentissage, des classes virtuelles, des différents supports, que ça passe par Pronote, par l'enseignement numérique de travail, par les MOOC. Ça a été une dimension technologique qui nous a contraints vraiment d'aller plus avant dans notre façon d'enseigner. Au niveau pédagogique, et là je vais m'attarder un petit peu parce que j'ai accompagné beaucoup les stagiaires de MEF2 dans la conception de leurs cours en distanciel. Vous savez bien qu'on n'a pas pu transposer directement notre conception de cours en présentiel en distanciel. Il a fallu repenser les choses, repenser en termes de guidage, en termes de consignes, que ça a été beaucoup plus difficile d'envisager la progression des élèves parce que nous n'avions pas un retour immédiat ou que nous n'avions qu'un retour partiel. Donc cette professionnalité dans la dimension pédagogique nous a questionné, nous a demandé de creuser un petit peu plus de conception de cours et nous avons tous, je le sais par de nombreux retours de collègues, passé beaucoup plus de temps que si nous avions tenu nos cours en présentiel. Et puis, il a fallu instaurer une professionnalité humaine. Nous sommes
des humains. L'humain est mouvant, il passe par l'émotion, il passe par nos différents états d'esprit. Et c'est vrai que derrière un écran, ça n'a pas toujours été perceptible pour les élèves. Nous avons eu affaire à un grand défi, la perte des apprenants. Nous en avons perdu quelques-uns, c'est vrai, quelques-uns pour des raisons technologiques, mais pas que. Nous en avons perdu quelques-uns parce qu'ils étaient submergés par les supports, submergés par les différentes échéances à tenir au niveau du temps, de la temporalité de l'apprentissage, des heures de cours qui avaient lieu aux mêmes heures de cours que celles qui avaient lieu en présentiel, d'autres documents qui arrivaient. Et donc, ça a été quand même un grand défi de maintenir cette motivation des élèves. Certains m'ont dit en début d'année, ils m'ont dit qu'ils avaient vraiment perdu la motivation, qu'ils étaient découragés, qu'ils ne savaient plus comment recommencer, comment rentrer de nouveau dans cette dynamique de l'apprentissage. D'autres aspects de cet enseignement en distanciel sur lesquels on peut s'interroger, c'est la durabilité. La durabilité, ça veut dire au sens durable, hein, combien de temps vont durer ces connaissances, combien de temps ces connaissances seront disponibles pour permettre de construire des compétences. Et c'est donc l'efficacité de l'apprentissage qui est aussi en questionnement. Par efficacité, j'entends la mobilisation de connaissances et de compétences qui vont permettre la compétence communicative pour nos élèves qui apprennent une langue vivante étrangère. Eh bien, là aussi, j'ai essayé de trouver des réponses ou des éléments de réponse, on va dire. Il faut, je pense, développer un surcroît d'être, c'est-à-dire développer des qualités de présence aux supports technologiques les plus éloignés des objectifs d'apprentissage que l'on leur fixe, les plus éloignés en termes de milieu social porteur également qui peuvent les aider. Et c'est vrai que les différents médias nous ont permis peut-être de maintenir le lien par des groupes WhatsApp, par le téléphone, par des groupes de parole, par les équipes pédagogiques qui ont permis de dire oui, nous avons des nouvelles de Baptiste, nous avons des nouvelles de Camille, oui, il n'est pas isolé dans son appartement, nous pouvons toujours le contacter. Donc, développer un surcroît d'être, c'était faire en sorte de maintenir une authenticité de relation et une spontanéité dans les relations. Une difficulté pour nous, ça a été de nous assurer des ancrages des connaissances. Est-ce que l'appropriation des connaissances que nous avons transmises en distanciel était vraiment réelle? Est-ce que ces connaissances étaient suffisamment ancrées pour que les compétences puissent être transférées, puissent être efficaces et pour que nos élèves puissent être autonomes. Pour certains, nous l'avons vu, ça n'a pas posé de problème. Pour d'autres, ça en a posé. Et nous étions là pour tous, pour ceux qui n'étaient pas autonomes et pour lesquels il fallait reprendre de façon individuelle des entretiens via la plateforme virtuelle, via la classe virtuelle. Et peut-être des fiches que nous pouvions leur transmettre pour permettre de rattraper peut-être un retard qui commençait à se faire jour. Vraiment, moi, ce que j'ai pu constater, c'est que cette confrontation, c'est-à-dire, tout à l'heure, je parlais du face-à-face, mais dans le mot confrontation, il y a le mot front, hein, et on pourrait dire face-à-face, on pourrait dire front à front. Cette confrontation enseignant-apprenant est un gage de l'engagement de l'apprenant.
Si les élèves ne voient pas le professeur, il est absolument indispensable qu'ils perçoivent cette qualité relationnelle pour qu'ils puissent continuer à croître en tant qu'apprenants, pour que leur profil puisse continuer à évoluer vers un profil qui engrange non seulement des connaissances, mais construit des compétences pour devenir véritablement un apprenant autonome, efficace, acteur social. Alors, j'ai quelques pistes à vous suggérer, les pistes de posture de l'enseignant. Quand je fais les formations avec les MEF2, je parle beaucoup de posture de l'enseignant quand on est dans les premières semaines et que l'on gère sa classe. Mais là aussi, il est question de notre posture, nous qui sommes peut-être des enseignants un peu plus chevronnés. Et je vais toujours penser à Mireille Sifali et dire qu'il nous faut conjuguer l'avec, être avec nos apprenants, être avec un apprenant en individualité, je vais dire, différenciation pédagogique, mais aussi il nous faut conjuguer un entre. Hein. Un entre, ça veut dire qu'on est entre deux, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il faut que l'on soit entre cette relation, cet espace, hein, il faut que nous l'investissions avec l'élève. Il nous faut être créateurs, créateurs parce que le confinement a été une situation inédite. Et il nous faut être co-créateurs avec nos apprenants. J'ai appris de plusieurs de mes élèves comment gérer des espaces virtuels qui permettaient peut-être d'approfondir les choses. Il nous faut recréer un quotidien qui n'est pas en présentiel, un quotidien qui est en distanciel. Il nous faut recréer cette régularité, cette quotidienneté de l'enseignement pour nous, les enseignants, de l'apprentissage pour les élèves. Et donc, cette mise sur le relationnel, ce pari sur le relationnel, ça va nous permettre d'ouvrir des possibles d'apprentissage. Il faut que nous apprenions à conduire l'apprenant dans l'action. Dans l'action, bien sûr, nous parlons souvent dans nos tâches finales d'actionnel, d'apprentissage actionnel, mais il faut qu'il soit dans l'action, dans la mise en activité, cet apprenant, et donc dans cet apprentissage actionnel. Il nous faut maintenir le social avec le collectif et entre les éléments du collectif, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, les co-apprenants, l'apprentissage entre pairs est aussi une dimension qu'il nous faut maintenir, même si nous sommes en distanciel. Elle est importante, cette dimension du collectif, parce qu'elle permet à chacun de dire je en tant qu'acteur social. Nous savons que nous formons des futurs citoyens, et donc il faut permettre à nos élèves de dire je et d'être des acteurs sociaux de notre enseignement. Alors, des pistes technologiques, on en a eu beaucoup, hein, recréer la classe via la classe virtuelle, via les salons vocaux. J'ai découvert les salons vocaux, j'étais en relation avec plusieurs groupes d'élèves à différents moments. Tout à l'heure, la collègue Laure Kluska a parlé vraiment de différenciation et moi, dans mes différents salons vocaux, je faisais de la différenciation. C'est vrai que la conception d'un cours avec des formes sociales de travail différentes qui est facilement mise en œuvre dans la mise en œuvre d'îlots en présentiel était peut-être un peu plus délicate au niveau de la classe virtuelle, mais c'était possible. Et puis maintenant, on a aussi réfléchi à cette rentrée où on a certaines de nos classes qui sont confinées avec des classes qui sont tronquées parce que une moitié d'élèves n'est pas présente parce qu'il y a des cas contacts dans la classe. Nous faisons de la visio et de l'audiodiffusion. C'est-à-dire que nous filmons nos cours en étant en présentiel avec certains de nos élèves et que cette réalisation audio, nous pouvons la poster à la fin du cours sur l'environnement numérique de travail pour que nos élèves puissent assister au cours en distanciel.
En même temps, il est intéressant, et je l'expérimente, de fonctionner sur un mode hybride, c'est-à-dire de faire alterner du présentiel et du distanciel. Ça permet à nos élèves de travailler aussi en classe inversée. Laure Kluska en parlait tout à l'heure. Ces modalités d'apprentissage dans les classes inversées est assez intéressante. Et donc après, en présentiel, on peut vraiment travailler et le professeur peut répondre à un grand nombre de questions qui se posent pour nos élèves. Voilà, donc ce sont des pistes que je propose. En conclusion donc de cette intervention, je peux dire que cet enseignement en distanciel nous a fait prendre conscience, les uns et les autres, de l'importance de la relation dans notre agir enseignant. Nous sommes là pour transmettre des connaissances, nous sommes là pour donner des stratégies, pour vraiment essayer de construire des compétences, mais nous ne pouvons pas le faire s'il n'y a pas de relation. Et la relation est donc créatrice d'humanité, comme je l'ai dit, et de subjectivité. La subjectivité, c'est-à-dire que l'élève va dire « je » et va devenir un acteur social. Notre vocation, bien sûr, elle est liée à la formation des citoyens du monde de demain. J'ai parlé tout à l'heure de notre mission éducative. Elle est là. Et donc, il est important que nous ayons tout cela en mémoire lorsque nous allons faire nos cours en distanciel. Je dois dire que toute cette année, qui a été une année divisée en deux, en présentiel jusqu'au 16 mars et en distanciel par la suite, du 16 mars jusqu'au 18 avril. Pour certains d'entre nous, on a repris un petit peu après, mais très très brièvement. Beaucoup réfléchi et je me suis vraiment documentée sur tout ce qui pouvait nous aider à mieux accomplir notre mission d'enseignant dans cet enseignement en distanciel. Et je me suis inspirée de deux pédagogues, pédagogues pour Philippe Mérieux, un pédagogue dans la cité, donc que je vous recommande de lire, qui est vraiment très intéressant. Et puis de cette philosophe Mireille Sifali, avec laquelle j'ai eu la chance de faire de l'analyse de pratiques professionnelles, qui a écrit ce livre « Préserver un lien, éthique des métiers de la relation ». Voilà. Donc j'en ai fini de cette mini conférence et maintenant je suis à votre disposition pour pouvoir répondre à vos questions s'il y en a. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Fabienne pour cette cette présentation très instructive. Mets ta caméra quand même, Fabienne. Ah ben oui. Voilà, je suis revenue, j'ai été déconnectée provisoirement, mais ça y est, je suis là. Non, mais merci beaucoup pour cette présentation. Je la trouvais très très intéressante parce qu'elle va effectivement, elle allait au cœur de tous nos questionnements et esquisser aussi des solutions. Marion va reprendre des questions sur le chat. S'il y en a, mais ça peut prendre un peu de temps. Chat. Des remarques, moi je veux bien qu'il y ait des remarques. Il n'y a pas beaucoup de questions, mais des remarques. Oui, bon, alors, on y va. Oui, j'ai perdu plus d'une vingtaine d'élèves, ils ont disparu des radars, etc. C'est vrai que ça a été une grande difficulté, cette perte d'élèves. Il faut essayer de savoir pourquoi on a perdu ces élèves. Parfois, effectivement, ce n'était pas dû aux contraintes technologiques. Parfois, c'était le manque de motivation, le manque de médiation aussi. Alors, que faire dans ces cas-là? On peut essayer de reprendre la relation vraiment
en privatif. Enfin, moi, j'ai repris contact avec des élèves qui étaient perdus et qui me disaient je ne me sens pas de réapparaître sur la classe virtuelle, je croule sous les documents, je ne sais plus comment les prendre. Et donc c'est un travail vraiment unilatéral hein, du professeur avec son élève qui essaie de comprendre ce qui se passe. Mais je n'ai pas de solution véritablement pour un grand nombre d'élèves, mais essayer de voir comment ça se passe pour l'élève, de reconquérir sa confiance, de reconquérir la confiance qu'il a en nous, et puis aussi de lui redonner confiance en lui, parce que souvent c'est une perte de confiance. Souvent ils sont perdus, ils n'ont pas d'aide à la maison, peut-être des relations moins comment je vais dire, moins accrue avec certains élèves de la classe. Il y a des élèves qui sont des ressources pour les autres et parfois, vraiment, ce sont des élèves sur lesquels on peut s'appuyer. Je me suis appuyée sur certains élèves pour dire reprenez contact avec un tel. Sur le drive, essayez de mettre votre début de production écrite. Peut-être qu'une production collaborative va aider l'élève à faire son travail. C'est difficile. Alors oui, je vois aussi sur le chat là la remarque, même lors des classes virtuelles, certains se connectaient juste pour faire acte de présence. C'est vrai, moi aussi, j'ai vu des élèves un peu fantômes qui étaient là. Ils étaient là en tant que participants, mais je leur donnais la parole, ils ne répondaient pas toujours, ils se cachaient derrière l'absence de micro. Ne pouvait pas. Donc après, c'est vraiment très difficile parce que ça représente un investissement en temps considérable, mais la reprise de contact un à un avec les élèves que l'on a perdus, je crois que c'est ça qui va permettre de leur redonner confiance et de les ramener vers une dynamique d'apprentissage. Oui. Ça a été compliqué, difficile. Je vois aussi la collègue qui dit cela m'a affecté, hein, retravailler mes cours, faire énormément de conceptions différentes, envoyer des chansons, des quiz. J'ai perdu beaucoup d'élèves. Il y avait une fonction sur la classe virtuelle, enfin elle existe sur beaucoup de plateformes, qui est la fonction du sondage. Et moi, il m'est arrivé de faire beaucoup de sondages pour vraiment permettre aux élèves de s'exprimer de ce qu'ils avaient perçu du cours, des difficultés qu'ils avaient rencontrées. Ça me permettait peut-être de retravailler les cours futurs et puis de voir un petit peu comment améliorer les choses. Après, on n'est pas non plus à la place de l'élève et à la place de sa famille. Et je crois qu'il faut donner tous les outils, essayer de reprendre contact avec chacun d'entre eux, mais ils ont aussi la liberté d'investir cet entre-deux, comme on disait, et parfois ils ne l'investissent pas. C'est une réalité. Quel rôle des chefs d'établissement pour ces prises de contact? Oui, et puis il y a aussi une autre question de Jocelyne, qui est une adhérente de Bordeaux, que je salue. Comment aider aujourd'hui en présentiel les élèves qui ont décroché sans les culpabiliser? Je crois que tout le monde sait combien a été difficile cette période de confinement et donc on ne culpabilise personne. On essaie de prendre les élèves là où ils en sont aujourd'hui en leur montrant qu'il y a des objectifs à atteindre, en étant lucide aussi sur la difficulté qu'ils auront peut-être dans ces objectifs à atteindre, mais ne serait-ce qu'un pas peut faire prendre conscience aux élèves que petit à petit, ils peuvent regagner du terrain et se remettre dans la dynamique d'apprentissage. Les chefs d'établissement, en tout cas, bon, je vais parler pour l'établissement qui est le mien, ont été importants puisque nous avions des réunions d'équipe en visioconférence toutes les semaines et que le chef d'établissement y participait et nous pointions les élèves qui avaient vraiment des difficultés et le chef d'établissement lui-même a recontacté des familles pour savoir comment on pouvait les aider au mieux. Si il n'y avait pas de
d'équipements technologiques à la maison qui permettaient de recevoir les cours ou de recevoir l'enseignement en distanciel. Il y avait la poste qui fonctionnait. Mais les chefs d'établissement ont vraiment essayé de jouer leur rôle, je crois, du mieux qu'ils ont pu. Il m'est arrivé moi-même d'avoir par le chef d'établissement les coordonnées des parents sur leur lieu de travail et je me suis permise d'appeler un papa qui était persuadé que son fils travaillait et il s'est aperçu qu'il ne venait pas au cours, qu'il était peut-être présent de façon fantomatique et donc les choses ont repris leur cours normal ou à peu près normal dès que le parent a eu une conversation avec son fils sans le culpabiliser, mais en lui disant que l'enseignement était dispensé et qu'il se devait d'y assister. Réfléchir à des feuilles de route. Alors c'est amusant, je lis ça juste à présent là dans le chat. En fait, moi je faisais des feuilles de route toutes les semaines à mes élèves pour qu'ils aient la feuille de route de la semaine et même sur 10 jours et des guidages très précis. Tout à l'heure j'ai dit dans ma conférence que il fallait un guidage extrêmement précis et que les consignes devaient être revues. Eh bien c'est vrai que moi je m'y suis particulièrement attachée. Les conseils méthodaux, mais bien sûr, de la méthodologie. Je crois que c'est essentiel. Comment fait-on pour comment accéder au drive? Que fait-on pour? Il a fallu que je réalise quasiment des feuilles de route avec petit 1, petit 2, petit 3, très très détaillées pour les élèves pour qu'ils y arrivent. Et pourtant, ce ne sont pas les élèves les moins autonomes, mais il a fallu un guidage très très précis. Donc des feuilles de route, c'est comme ça que j'intitulais, je le redis, les différents supports que j'envoyais en début de semaine à mes élèves, soit le dimanche soir, soit alors normalement on ne devait pas envoyer pendant le week-end pour laisser aux élèves le week-end, mais le lundi matin à la première heure, j'envoyais la feuille de route de la semaine ou sur 10 jours, de façon à ce qu'ils aient un parcours qui soit balisé et qu'ils puissent le plus rapidement possible me dire s'ils rencontreraient des difficultés à se connecter à tel moment ou si je devais penser en enseignement différencié. Alors, pour nous, les professeurs d'allemand, je dois dire, ça a peut-être été un petit peu moins difficile et exigeant que pour des collègues qui ont des effectifs un peu plus importants, parce que on a beaucoup pensé en différenciation, avec 3 ou 4 cours pour un cours. Voilà, tout à fait. Bon, je pourrais, j'ai vu le message de Jean-Michel Ancar, je pourrais essayer de faire pour le bulletin un petit dossier en essayant de donner des exemples de ces feuilles de route, en essayant de donner des exemples de ces fiches méthodologiques. Voilà, essayer de faire un petit résumé pour vous aider à creuser ces quelques pistes. Mais je le dis très humblement, comme vous, j'ai cherché, comme vous, j'ai tâtonné. Voilà, et je livre ici un petit peu le résultat de ma réflexion et de mes tâtonnements. Alors, cette année de retrouvailles, elle a été très heureuse. Pour les élèves qui me connaissaient l'an passé, elle a été très heureuse. Je dois dire que je trouve peut-être plus de mobilisation cette année que les années passées auprès des élèves que je connais, parce que ils ont sans doute apprécié l'accompagnement et qu'ils ont vu que ce n'était pas si facile d'apprendre tout seul. Donc ils sont très heureux lorsqu'on est en présentiel. Voilà. Je pense que le temps est terminé, voilà, mais je répondrai aux questions s'il y en a par ailleurs en dehors du temps sur l'écran. Merci Fabienne.